Parfait, ben, je vais débuter ma présentation sur la reproductivité en apprentissage automatique. Bon, la date est déjà pas bonne dessus en partant, ça commence bien. Je me demande même si. Oui, c'est la bonne. OK, parfait. Au moins, c'est la bonne. Donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est, ben, premièrement, vous inciter à l'intégration de solutions qui permettent une meilleure reproductivité dans vos résultats. Que ce soit au niveau solutions d'affaires ou académique, là, je l'ai mis assez large, cette présentation-là. Nous, ici, on peut s'intéresser à l'aspect académique parce que vous allez faire de la recherche avec certains chercheurs qui sont ici, étudiants-chercheurs qui sont ici, et ça serait le fun qu'on puisse réutiliser les résultats, nous, pour notre recherche. Donc, il y a des outils qu'on essaie de mettre en place puis de favoriser la mise en place. C'est aussi un objectif d'améliorer la reproductivité de vos projets, qui est un peu la thématique de tout ça. Puis, bien sûr, améliorer votre productivité, ce qui est vraiment un enjeu qui est quand même très important qu'on est capable d'aller chercher avec ce genre de solution-là que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, Premier point aussi, on ne va pas aller nécessairement deep in dans du code. Je ne vous montrerai pas comment les mettre en place. Je vais vous parler des outils qui existent. Puis vous allez pouvoir essayer d'utiliser ces outils-là après ça dans le cadre de vos projets puis de voir comment les mettre en place. Donc, juste une petite présentation par rapport à moi. Donc, moi aussi, je suis candidat au doctorat, comme tout le monde qui s'est présenté ici. Moi, j'ai commencé à être introduit à la recherche reproductive en 2016 avec des outils comme R Markdown puis Git, qui sont des petits éléments importants à travers ça, qui ne sont pas les seuls, mais qui sont importants. J'ai entre autres écrit avec Nicolas Garneau et Mathieu Godbout, ici présent, un article à RepRolling où est-ce qu'on faisait finalement reproduire des résultats, puis on essaie d'aller pousser un petit peu plus loin, puis d'établir certaines notions qui sont importantes pour bien reproduire des résultats. Je suis entre autres vraiment impliqué dans Poutine qui vient d'être présenté, puis j'ai mis en production aussi des modèles d'apprentissage machine, entre autres à travers le package qui s'appelle DeepArts avec Marouane qui a présenté plus tôt aujourd'hui. Donc, au menu aujourd'hui, voici les 4 éléments qu'on va toucher. Donc, la gestion de version, la productivité, comment bien présenter des résultats, puis comment réutiliser du code. Je vous dirais que probablement que les 3 premiers sont là qu'on va aller plus chercher. Le 4e, c'est plus un petit nanan qu'on pourra ajouter à la fin, mais ce n'est pas le plus important, ou du moins le plus accessible au niveau académique. Donc, une petite introduction sur c'est quoi tout ça, là? Bien, premièrement, c'est quoi la reproductivité? Bien, voici une belle définition textbook et finalement, la reproductivité, c'est le principe qui dit qu'on peut tirer des conclusions que d'un élément qui est vraiment bien décrit, qui est apparu plusieurs fois, puis qui peut être provoqué par plusieurs personnes différentes. La notion importante, c'est vraiment le personnes différentes. Ça, c'est la reproductivité en termes au niveau de la science. Donc, par exemple, une expérimentation qu'un chercheur pourrait faire, ben, si quelqu'un prend le même contexte ou avec un contexte un petit peu différent, arrive à tirer des conclusions similaires ou identiques, ben, on appelle ça la reproductivité. En machine learning, ou plus communément en apprentissage automatique, ben, la reproductivité, ça correspond surtout à être capable de reproduire des résultats ou d'obtenir des résultats similaires, bien sûr, en réexistant un code source. Pourquoi est-ce qu'on met le terme ici similaire aussi, un petit peu l'emphase, c'est que euh, au niveau de la mise à jour, au niveau des modèles d'apprentissage automatique et des mises à jour aléatoires qui peuvent des fois un petit peu influencer sur les résultats, mais dans l'ensemble, ce qu'on s'attend, c'est d'être capable de pouvoir cliquer ce mois sur un bouton ou lancer d'une ligne de commande un répertoire et d'arriver à des résultats ou de générer des tableaux ou générer de l'information qui est relativement similaire pour tirer des conclusions qui sont relativement similaires. Une statistique intéressante d'une étude qui a été faite en 2016 par Baker, que 70% des chercheurs n'étaient pas capables, en sciences, pas nécessairement en informatique, n'étaient pas capables de reproduire les résultats d'un article un article l'on donne sur Internet, ils n'ont pas été capables de reproduire les résultats. C'est quand même un chiffre qui est très élevé. On parle, si je ne me trompe pas, c'était 4000 chercheurs qui avaient été interrogés pour ça. Donc, on parle quand même de beaucoup de recherches que ce problème-là de ne pas être reproduit. Dans ces facteurs qui empêchent la reproductivité, il y a notamment impossible d'accéder aux données. Donc, des données privées, des données qui n'ont pas été rendues publiques, qui sont peut-être trop confidentielles. Information au niveau de la procédure, de la méthodologie qui n'est pas très claire, ou tout simplement des réponses sont comme moi, c'est un petit peu du tout comme réponse. Bon, on se dit, OK, c'est beaucoup, mais tu sais, ça recherche des autres. Une autre statistique intéressante de la même étude, mais il y en a 50% des chercheurs qui n'étaient pas capables de reproduire leur propre recherche. Fait que je leur donne les mêmes choses, les mêmes outils qu'ils ont déjà utilisés pour écrire un article, puis ils ne sont pas capables avec ces outils-là d'arriver aux mêmes résultats qu'ils ont déjà affirmés dans un article. Ça, c'est vraiment très, très problématique. Puis moi, personnellement, j'ai déjà été confronté similairement à des problèmes comme ça, où est-ce que je génère des résultats pour un modèle, puis là, j'arrive, je commence à écrire un article ou mon mémoire, puis là, je suis comme, hey, c'est quoi déjà qui avait fait ça, puis je ne suis pas capable de retrouver ces résultats-là. Bien, je ne peux pas affirmer ça, je ne suis plus capable de le reproduire. Fait que ça devient vraiment problématique, frustrant, parce que les résultats que j'arrivais à la fin étaient moins bons que les premiers, puis ben, c'est peut-être ça qu'on voudrait éviter finalement ici.
Bon, on se dit en informatique, c'est facile. Là. Nous autres, c'est juste clique sur un bouton, puis let's go, ça y va. Là. Pas aussi facile que ça. Une étude de RAF en 2019, il a pris, je ne me trompe pas, 300 répertoires. Il a essayé de reporter des articles, puis dans 40% des cas, il était juste incapable de rien faire. Que ce soit les petits paramètres qui n'étaient pas clairs, impossible d'accéder aux ressources, impossible d'accéder aux données, le modèle n'est pas clair, les initialisations initiales, pas du tout claires, qu'est-ce qui a été fait. Donc, beaucoup de non-dits ou de choses qui ne sont pas claires, qui sont gris dans une zone grise ou vraiment pas bien définie, qui fait en sorte que ça ralentit finalement la recherche parce que vous allez probablement devoir réimplémenter ces algorithmes-là à cause de ça. Donc, mettons, à cette étape-là, on dit, ah, cool, David, je suis vendu, là. Mais maintenant, pourquoi je ferais ça quand même? C'est cool, là, OK, peut-être, il y a tous les aspects de partie. Ben, un premier élément intéressant qui peut motiver quelqu'un à faire ça, ben, si votre code est plus réutilisable, ben, vous allez pouvoir peut-être l'utiliser dans d'autres recherches. Que ce soit pour faire une version 2 de votre article, version étendue, que ce soit pour faire d'aller plus loin ou n'importe quoi, vous allez être capable de plus facilement le réutiliser. Bien, ça va améliorer aussi votre productivité, étant donné que vous n'allez pas perdre du temps à juste toujours aller chercher dans des fichiers de résultats, puis vous casser la tête, puis vous péter la tête ces murs. Ça vous permet aussi peut-être plus facilement de transférer, si vous voulez, votre recherche que vous allez faire à d'autres chercheurs qui vont vouloir utiliser. Donc, vous citez, donc, qui est l'objectif de la science, finalement, principalement pour les demandes de subventions et d'autres choses. Donc, il y a vraiment un transfert qui peut être fait, puis bien indirectement aussi, se faire connaître, parce que si vous faites du code de qualité, il y a des gens, ou du fait de la recherche de qualité, il y a des gens qui vont plus vouloir surveiller qu'est-ce que vous faites comme recherche, et ainsi de suite, là, finalement, acquérir un peu de capital académique. Bon, mettons, là, on est convaincu, comme, ouais, let's go, on y va, Dave, là, on veut faire ça. Mais c'est quoi les barrières maintenant à cette reproductivité-là? Si on regarde ce petit graphique-là qui vient de Uber Engineering, qui est vraiment intéressant, on voit si on veut l'espèce de workflow. Ici, on parle plus d'un workflow qui est au niveau d'affaires, où est-ce qu'on tente de définir un problème d'affaires, qu'on pourrait aussi très bien framer en problème académique, puis qu'on a comme cette espèce de première grosse boucle itérative, comment finalement on est capable de mesurer, de mettre en production, de vendre finalement un produit. Puis il y a la petite boucle ici de prototype dans le coin qui est vraiment intéressante, qui risque plus de s'approcher qu'est-ce que vous allez faire, vous, ici, ou qu'est-ce qu'on peut se faire en académique rapidement, qui est le prototypage. On voit si c'est un beau cercle, on va chercher des données, on prépare les données, on entraîne des modèles, on les évalue, puis on recommence cette loupe-là. Ça a l'air vraiment simple là, ici, comme ça. Là. Puis là, ben, souvent, ça va plus ressembler à un mess comme ça, où est-ce qu'on essaie de mettre en production, on essaie d'écrire des affaires, tu parles avec telle personne, on fait du QA, on a des bugs qui sortent, puis puis là, on ne sait plus quoi. Puis là, on se dit, ouais, mais je suis seul ou je suis seul avec un autre chercheur, ça ne va pas être typé. Ben, juste avec vous-même, vous êtes très bien capable de faire cette loupe-là parce que ça devient difficile de contrôler toute l'information qui peut être générée par des modèles. Très rapidement, on peut là, se noyer à travers cette masse d'informations-là ou juste ne plus se rappeler du tout où est-ce qu'on a laissé ça ou qu'on est comme « Ah oui, je pense que j'avais écrit ça quelque part, puis plus trouver ça sur notre ordinateur ou sur un courriel ou on ne sait plus sur quelle plateforme qu'on l'a mis. » C'est vraiment compliqué. Puis ce qu'on voit le problème ici, c'est de garder cette information-là dans un format qui est présentable, qu'on peut facilement aller query, aller chercher cette information-là. C'est un peu l'objectif ultime qu'on aimerait avoir là, finalement ici. OK, cool. On est tous convaincus, là, tous des thumbs up en arrière, derrière vos écrans. Puis là, vous dites, OK, mais c'est cool, mais comment je fais ça maintenant? Bien, il y a les étapes qu'on a discutées plus tôt. Finalement, gestion de version, productivité, présenter, puis réutiliser. On va commencer par le premier, qui est au niveau de la gestion de version. Il y a tous des éléments que vous allez déjà être familier dans cette partie-là, ou vous avez déjà vu à travers ça. On va juste les contextualiser et mettre tout ça ensemble pour voir comment on peut faire une stack techno qui est plus intéressante. Premier élément qui nous intéresse, bien, comment on est capable d'avoir, si on veut, une espèce de version des données ou des espèces d'étapes ou versions des étapes de pré-traitement sur les données. Parce que vous avez les données brutes, puis dans ce processus-là, il va falloir probablement que vous nettoyez un peu les données, vous les transformez, vous allez chercher un encodage qui est plus intéressant, plus léger à lire, plus facile à lire. Donc, vous allez avoir différentes versions de vos données. Vous allez aussi vouloir avoir une espèce d'outil qui vous permet finalement de pouvoir gérer ou naviguer en ces différentes versions-là des données pour partir d'une version A ou une version B sans avoir besoin de télécharger toujours un dataset de 10 gigs sur un repo drive, par exemple. Puis vous voulez avoir cette espèce de roadmap-là qui vous permet de faire les étapes de pré-traitement qui peuvent être reproduibles facilement en cliquant, par exemple, sur un bouton ou en faisant juste une ligne de commande, plutôt qu'être obligé de faire des manipulations magiques avec votre souris, votre ordinateur, puis que là, il faut qu'il soit en telle version et à telle heure que vous devez le partir, qui n'est peut-être pas intéressant. Donc, il y a deux outils intéressants pour ça. Il y a premièrement, moi, je crois, le tout outil que vous devriez commencer à utiliser qui est super simple, Data Version Control. Là, je vais parler peut-être d'un concept que peut-être certains vous n'allez pas connaître, mais c'est un peu comme faire du Git sur des données. On va parler un petit peu plus loin de Git, là. Je parle d'un concept avant que je l'introduise, mais c'est littéralement ça. C'est
vous êtes capable de dire ça, c'est la version 1 de mon dataset, je l'envoie, puis après ça, je veux changer, faire sur une version 2, je fais juste un git checkout. Finalement, c'est DVC checkout. Un autre outil très, 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 très intéressant avec ça, c'est que ça permet de connecter un bucket S3, puis de pouvoir faire du uploading puis downloading à une vitesse fulgurante, des fois jusqu'à 100, 200, 300 fois plus petit, parce qu'il va faire des chunks des données, il va le hacher en petites pièces, puis il va envoyer ces pièces-là finalement en multithread plutôt qu'en single thread. Fait que vous allez vous retrouver à des fois uploader un dataset de 10 gigs en genre 1 minute ou 2, au lieu d'être en 3-4 heures que vous attendez sur un terminal SSH anti-MUX pour essayer d'avoir ça. Le deuxième, qui est DAS, qui permet de faire finalement du multithread pour faire du pré-processing de données, parce que des fois, vous allez peut-être avoir, surtout des données textuelles, vous allez peut-être avoir des vastes datasets que vous allez faire beaucoup de manipulations qui sont lourdes, complexes et difficiles, qui peuvent demander du temps à un seul cœur. Donc, un outil comme DAS permet de faire ça de manière multicœur, qui peut être beaucoup plus rapide, puis au lieu que ça vous prenne une nuit faire ça, puis vous avez fait une erreur, bien, le lendemain, vous venez de votre journée, bien, vous pouvez le faire en quelques minutes parfois. Il y a bien sûr d'autres outils. Là. Je ne fais pas le topo de tous les outils qui existent. Là. Ici, il y en a d'autres. Je vous dirais que la version des données actuellement, la version dominante, c'est comme le premier gros joueur, c'est DVC. Il y en a d'autres que DAS qui existent pour ce genre de pré-traitement-là, mais voici un exemple qui existe. Je n'en ai pas fait la liste exhaustive. Maintenant, au niveau du code, vous allez avoir des fois plusieurs versions de code. Vous allez pouvoir faire des features de code, finalement, avoir des espèces de différences en votre code, puis savoir c'est quoi ces différences-là entre peut-être le modèle A ou le modèle B. C'est-tu parce que j'ai 2 layers, 3 layers, 10 layers? C'est quoi y a-tu peut-être attention? Y a-tu, peu importe l'information qu'on voudrait avoir là-dedans, on aimerait ça pouvoir gérer ces différences-là rapidement. Puis on aimerait ça pouvoir avoir des divergences aussi, comme j'ai parlé, de pouvoir faire comme ah, ben là, je vais gérer cette nouvelle feature-là. Ah, finalement, c'est pas bon, je la laisse de côté. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Git, j'ai un petit peu vendu la mèche, fait que ces différents outils-là comme Git ou les plateformes ou leurs plateformes serveurs, finalement comme GitHub, GitLab et Bitbucket, des services Atlassian, sont vraiment intéressants parce que, ben, une fois que vous allez être plusieurs chercheurs, ben, ça va être des outils qui vont être obligés d'être utilisés. Ça se peut que ça soit peut-être quelque chose de déjà confronté, puis c'est assez obvious, mais je vous confirme que c'est un outil de base à utiliser pour du code et que ce n'est pas nécessairement utilisé par tout le monde. Mais ça prend ce genre d'outil-là qui permet finalement de gérer de manière très efficace tout ce qu'on a vu ici, les versions, les différences, les divergences. Il y en existe d'autres comme Mercurial et des outils comme ça, mais je dirais que l'approche la plus dominante, c'est vraiment Git, du moins au laboratoire. Maintenant, il y a un autre élément aussi ben, qui est souvent très compliqué, surtout quand vous avez peut-être joué beaucoup avec déjà avec la programmation, c'est finalement ces fameuses dépendances-là. Ben, quelle version de NumPy ou de Poutine que j'ai besoin pour pouvoir exécuter mon projet? C'est la version 1.1, 1.2, 1. Peu importe, qui pourrait avoir des différences qui font en sorte que cette nouvelle version ne fonctionne plus avec mon code. Puis comment je gère justement ces conflits-là entre deux versions, qu'il y en a un qui a besoin de telle version, tel package, l'autre a besoin de telle autre version. Puis comment je peux aussi installer ça puis gérer ça sans avoir besoin d'installer plein, de faire pip install ou de conda install, peu importe, sur mon ordinateur, que ce soit juste beaucoup plus rapide. Il y a des outils très faciles pour ça. Je dirais les deux plus dominants, c'est Conda, comme j'en ai parlé finalement dans l'exemple. Ben, Conda permet d'installer, de gérer aussi les dépendances. Puis requirement.txt qui vous permet finalement de définir et de figer dans le temps les dépendances d'un projet et d'être capable de les installer de façon très rapide avec une ligne de commande, un appel à la ligne de commande. Donc, ça, c'est, je vous dirais, la première chose à établir dans un projet. Ça vous prend un fichier requirement.txt au minimum. Puis, on va voir un petit peu plus loin, finalement, le prochain point qui sont les environnements qui peuvent être construits notamment avec Conda. Donc, j'ai parlé un petit peu plus vite que ma présentation. Bien, comment on voudrait finalement avoir différents environnements avec des caractéristiques différentes? Par exemple, il y en a un que j'ai Poutine 1.2, puis un autre que je n'ai pas Poutine 1.2, puis d'être capable finalement de changer entre ces environnements-là dépendant des projets qui m'intéressent, puis que je suis capable finalement d'avoir une meilleure version des dépendances, puis je suis capable de mieux les gérer, puis de plus figer ça dans le temps dans cette espèce de petite boîte-là compartimentée. Ben, c'est des outils comme Conda qui permettent de faire ça, ou VirtualEnv, qui permet de dire, ben, j'ai mon Python global sur mon ordinateur, mais je crée un tout petit environnement avec ses propres dépendances, avec ses propres outils qui vont à l'intérieur, puis je vais exécuter mon code pour ce projet-là sur cet environnement-là. Ça permet de mieux compartimenter votre travail, ça permet aussi de vous assurer que vous n'avez pas des conflits où vous n'êtes pas tout en train de briser votre Python sur votre ordinateur comme certains ordinateurs sont déjà arrivés.
puis que quand vous êtes à 24 heures d'une remise, que là, votre Python décide que ça ne marche plus, puis vous passez la nuit à travailler là-dessus, bien, ce genre d'outil-là. Je vois que Mathieu est revenu parce que ça m'est arrivé effectivement. Là, parce que Mathieu aussi, ça y est arrivé aussi, il me semble, hein, c'est ça, hein? Oui, hein? Ça a l'air anodin, mais bon, c'est ça. Là, des fois, Python, il peut décider du jour au lendemain que vous avez mal installé un paquet, puis vous casse tout, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis là, vous essayez de générer des résultats pour une remise d'un article, peu importe. Ça vous aide à ne pas être pris dans ce genre de problème-là, ou du moins à faciliter, là, que ce soit moins lourd. Mais là, on passe à un aspect vraiment intéressant, là, je dirais la productivité. Là, on voudrait tout qu'on soit super rapide. C'est pour ça qu'on fait de l'AI là, pour automatiser tous les processus. Fait que là, on va créer une AI qui va améliorer votre productivité. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, on va développer finalement, on va essayer de définir comment on peut finalement avoir une pipeline pour développer des modèles qui est peut-être plus intéressante. Un des premiers points aussi qu'on cherche à peut-être pas avoir, c'est de ne pas toujours réinventer la roue, pas toujours avoir cette espèce de toujours. Là, je pense que le meilleur exemple, c'est Poutine. Je vous vends la mèche là, que ça va faire partie de ça. Ben, dans Poutine, on vous dit pas, réécrivez pas toujours le code de Poutine, de PyTorch. Là. On essaie que que ce soit plus simple, tout le temps, genre, au lieu de faire 12 appels de lignes de code copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, puis quelque chose qui facilite votre développement, finalement, ben, il y a des librairies qui existent qui permettent de faire ça, qui vous permettent de ne pas réinventer à chaque fois la roue puis recoder la roue. Poutine est un très bon exemple de ça. Il y en existe beaucoup d'autres. J'ai donné des exemples, entre autres comme PyTorch Lightning, qui est vraiment intéressant, que Mathieu travaille beaucoup avec au niveau du ARL. Scikit-learn qui permet de rapidement faire des pipelines de données, rapidement faire entraîner les modèles avec une coupe de lignes de code. Gentip et LNLP, ce sont deux librairies qui sont plus axées sur les données textuelles, donc le NLP, puis qui permettent vraiment de définir des pipelines de nettoyage de données, de tout ça. Puis d'entraîner les modèles de manière relativement facile avec très peu de lignes de code, puis de rapidement aller chercher finalement une information, puis ensuite pouvoir essayer d'améliorer puis travailler par-dessus ça plutôt que toujours inventer la roue. Maintenant, c'est le fun, on fait des entraînements, on fait des configurations, on fait des résultats, on a 12 modèles, tout va bien, mais là, c'est quoi la version d'entraînement que j'ai pognée pour faire ça? Là? Je suis où là, dans ma loupe d'entraînement? Là? Puis c'est quel modèle j'entraîne, avec quelle configuration, puis les résultats qui sont générés, ils vont avec quel fichier, ils vont avec quel modèle. Comment je peux visualiser ça finalement sans être obligé de me crever les yeux parce que j'ai juste imprimé ça dans le fichier TXT, puis là, je suis obligé de faire 4 main.log, puis là, de voir ça, puis c'est comme, OK, ça, c'est tel modèle. Ah, ça, c'est la C10. OK, ça, c'est la C10. Ah, puis là, il y aura un autre terminal pour aller ailleurs. Puis comment on peut faire en sorte aussi que si vous avez une erreur d'entraînement, ben, que vous ne soyez pas obligé de vous lever dans la nuit pour aller repartir parce que vous avez une alerte ou des alertes qu'on puisse le savoir tout de suite pour ne pas perdre une nuit de travail au complet parce que les modèles peuvent s'entraîner pendant que vous dormez, c'est le fun. Il y a des outils pour ça. Là, ils ne répondent pas tous aux mêmes besoins. J'ai mis MLflow à gauche. MLflow permet de savoir les caractéristiques de l'entraînement. Finalement, c'est une BD que vous rajoutez avec un UI. Puis cette BD-là vous permet de voir c'est quoi tous les entraînements qui ont été faits, les trier, les sorter par tel type de résultats, puis de voir des métriques que vous avez loguées, puis de savoir cette expérimentation, c'est un succès ou un échec, puis tout plein d'autres affaires, informations. J'ai d'ailleurs à la fin, là, j'ai mis une courte présentation que j'ai ajoutée, que je parle plus particulièrement d'MLflow, de son compétiteur aussi direct qui est Weight and Bias. Qui est vraiment, vraiment très aussi intéressant. Les deux peuvent très bien se substituer pour la plupart des caractéristiques à notre niveau. Ensuite, Hydra, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ça permet finalement de plus gérer au niveau des fichiers de configuration. Donc, vous allez peut-être avoir des paramètres de configuration, là, le hard parse ou des fichiers TXT ou JSON ou peu importe ce que vous avez l'habitude de faire. Puis là, vous allez, c'est pas si pire quand ça fonctionne bien, quand on a juste un petit serveur à lever, mais quand on commence à avoir 40 modèles différents ou même 3-4 modèles différents ou 3-4 datasets différents, rapidement, ça devient difficile à gérer tout ça. Hydra permet de juste, de manière très dynamique, être capable de loader des fichiers et même d'avoir des fichiers hiérarchiques où est-ce qu'un premier fichier appelle un second fichier. Fait que vous allez dans votre fichier config main, puis à travers ça, par exemple, vous allez appeler un fichier modèle A, puis là, il va aller chercher les configurations de modèle A, il va l'inscrire de manière dynamique, là, bien sûr, en runtime, là, puis aller chercher ces paramètres-là. J'ai fait aussi une courte présentation là-dessus qui va être à la fin. Je vais vous lever un flag quand on va être rendu à parler de ça, mais ces deux éléments-là, selon moi, c'est deux éléments essentiels à avoir dans votre stack techno, là, absolument pour développer du code. Peut-être que d'autres choses utilisent d'autres choses, mais du moins des outils qui répondent à ces besoins-là, selon moi, c'est vraiment important. Il y a Sacred aussi qui fait somewhat quelque chose comme MLflow, mais à mon avis, c'est vraiment pas une excellente librairie. Si vous voulez aller voir dans les issues, je me suis déjà pogné avec du monde là-bas pour dire à quel point c'était pas une bonne librairie. Au niveau de Notif, finalement, ça, c'est une petite librairie que j'ai moi-même développée qui
peut être vraiment intéressante parce que ça peut vous permettre d'envoyer des notifications au niveau des updates de vos modèles. Il y a une librairie aussi, d'ailleurs, dans Poutine, il y a un callback qui permet de faire ça aussi. Par exemple, à tous les 10 époques, vous recevez un message sur Slack, sur Teams, par courriel ou peu importe la fréquence que vous voulez ou l'outil. Je pense même que j'avais Messenger aussi à un moment donné, mais là, Messenger a changé son API, fait que ça ne fonctionnait plus, mais on pourrait très bien voir quelque chose comme sur Messenger aussi, que vous recevez des messages directs à vous. Puis vous pouvez faire un bot avec ça aussi, d'ailleurs. Autre point finalement qu'on passe au niveau de présenter. Vous allez arriver probablement à un point où vous allez devoir présenter vos résultats, que ce soit pour le chercheur, que ce soit pour l'étudiant ou même dans n'importe quel cas de votre travail au niveau que vous êtes chaud au machine learning, ça va être une étape importante. Donc, une des choses intéressantes, vous allez voir des fois rapidement faire du CTRL-C ou copier-coller des valeurs puis de mettre ça, là, comme vous êtes peut-être habitué de voir dans Excel, puis faire des tableaux là-dedans. Là, ça, là, le monde font ça là, dans des zoos. Ce n'est pas des humains là, qui font ça. C'est vraiment, vraiment aberrant parce que c'est facile de faire des erreurs, c'est facile de toujours produire les mêmes choses, de ne pas produire les bons résultats. Puis là, si vous êtes à 5 minutes d'un deadline, vous avez besoin juste de changer un chiffre, vous êtes obligé de faire CTRL-C puis copier des tableaux, vous allez voir vous gonner. Ce n'est pas une bonne façon de travailler dans l'informatique, à mon avis. Fait qu'on va être capable de faire des mises à jour rapides de ces nouveaux tableaux-là, qu'on clique juste sur un petit bouton, une petite ligne de commande, puis hop, on a un nouveau tableau qui a été mis à jour. Puis on veut aussi pouvoir visualiser les configurations rapidement là, pour tout voir c'est quoi le mapping de qu'est-ce qu'on a testé ou qu'est-ce qu'on n'a pas testé pour pouvoir en parler plus facilement dans un article. Il y a plusieurs outils ici que je présente. Le premier, ça a été fait par un membre du Graal qui s'appelle Python to la Tech, fait par Jean Samuel, qui, selon moi, est vraiment un outil essentiel à utiliser quand vous allez arriver à faire des tableaux. Ça vous permet de prendre vos données, fitter ça avec des classes relativement simples à utiliser, puis de faire un tableau LaTeX que vous pouvez prendre après ça puis mettre dans votre rapport. Puis là, vous voulez le mettre à jour, vous cliquez sur votre truc, ça va prendre vos nouvelles données, vous avez un nouveau tableau. C'est pas plus compliqué que ça. Fait pas besoin de faire CTRL-C, CTRL-V, à part peut-être copier le LaTeX, tout ça. Vraiment très efficace. TensorBoard, un outil incroyable aussi pour visualiser vos expérimentations, vos métriques, si votre loss elle a bien augmenté ou si elle a overfité ou peu importe. Très facile pour ça. Jupyter Notebook, un nice outil à avoir, c'est le fun, mais c'est un couteau à double tranchant. Ça peut rapidement faire en sorte que votre code que vous développez n'est pas on the state of the art, si on veut, en programmation. Selon moi, ce n'est pas un bon outil pour développer. Ce n'est pas un bon éditeur en général aussi non plus. Il y a quand même des bémols à mettre autour de ça. Ça peut être facile pour faire du prototypage, mais il faut mener aussi rapidement pour pouvoir le mettre. Puis je vous invite à avoir justement une présentation de Joel Grus, I Don't Like Notebooks, qui est vraiment intéressante pour ça. Puis je recule un petit peu en arrière avec Python to LaTeX aussi. Là, vous pouvez aussi utiliser directement avec HTML ou juste avec Panda, mettre vos résultats puis générer aussi des LaTeX aussi de manière relativement simple aussi. Mais à mon avis, Python to LaTeX, c'est un petit peu plus de fonctionnalité, comme par exemple highlighter vos meilleurs résultats par ligne, par colonne ou peu importe. Fait que ça donne des caractéristiques qui sont plus intéressantes puis qui sont d'ailleurs dans des exemples que Jean-Sébastien a fait. Un autre outil aussi qui est vraiment essentiel, Markdown, assez simpliste de faire des readme, juste faire des tableaux faciles, faire des rapports peut-être à chaque semaine de manière très rapide et pas avoir besoin de se casser la tête dans quelque chose de complexe, puis de ne pas faire des fichiers doc qui sont difficiles à exploiter les données intérieures ou faire des recherches. Markdown est un excellent outil pour ça, puis c'est super facile de faire des sections, des sous-sections, etc., puis de référencer des numéros. Dash, ça mérite, là, absolument ce que je fais, c'est que j'arrête ici, mais là, ma souris est. Allô? Bon, je ne suis pas capable de l'ouvrir. Je ne vois même plus ma souris parce que, bon, tout a planté. Fait qu'on va y aller avec ça, là. Moi, je vous invite à aller voir Dash. C'est fait par Plotly, si je ne me trompe pas. C'est vraiment des rapports dynamiques. C'est que vous faites une espèce de petite web app, là, comme vous pourriez faire en Flask ou en n'importe quoi, mais elle est beaucoup plus rapide à prototyper. Puis, vous pouvez juste implémenter vos modèles derrière, pratiquer un petit peu à mettre en production d'une certaine façon vos modèles là, de manière très simpliste. Puis, vous pouvez contrôler vos paramètres puis voir c'est quoi les résultats qui sont générés par ça. Fait que vous pourriez, par exemple, générer un tableau si on change de 2 paramètres à 10 paramètres ou de 10 couches à 4 couches. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'accuracy? Vous pourriez avoir une espèce de rapport dynamique comme ça qui peut être vraiment pratique. Peut-être qu'au niveau actuel, un petit peu moins intéressant académique, mais au niveau affaires, si vous êtes rendu sur le marché du travail, vous allez voir que ça peut être le wow factor qui fait la différence entre vous avez une promotion, vous êtes un candidat intéressant ou quelqu'un qui fait juste générer de la valeur classique dans des fichiers Excel. Puis qui fait toujours les mêmes singeries que tout le monde.
Au niveau, finalement, du dernier point, réutiliser. C'est probablement le point où est-ce que, à l'échelle ici, on a un petit peu moins de valeur à aller chercher, étant donné que on est moins en mode je mets en production des modèles, mais ça peut être intéressant d'aller chercher quand même cette idée-là. Puis c'est juste pour donner un petit touch sur les éléments qui sont intéressants que nous, on utilise d'ailleurs dans l'article de Mathieu et Nicolas et moi, où est-ce que nous autres, finalement, on a tout mis notre modèle en Docker, puis c'était juste un contrôle, whatever, taper sur une ligne de commande, puis tous nos tableaux se généraient, toutes nos expansions se faisaient. C'est juste que ça prenait juste, quoi, 120 jours, si je ne me trompe pas, le runner, là. Mais pareil, on arrivait à la fin à générer tous les tableaux, à peu près. 40, 50 jours, 60 jours? Il n'y a, pas de 120 jours quand on roule sur le Canada. C'est spoiler, dans 1 heure, j'en parle de comment Ah oui, c'est c'est ça. miraculeux. C'est ça. Fait que finalement, il faut avoir une espèce de moyen de pouvoir gérer les environnements puis d'avoir différents environnements d'exécution de code. Là, ne pas tromper que je ne parle pas juste, mettons, j'exécute sur Python 3.7 ou 3.6, mais peut-être que j'exécute sur Windows, sur macOS ou sur Linux. Ça ne sera pas nécessairement les mêmes choses qui vont être observées au niveau de la facilité d'exécuter les packages. Puis on veut aussi quelque chose qui soit facilement réutilisable. Parce que comme j'ai dit au début, à la fin, ultimement, votre code, vous allez publier, puis les chercheurs vont peut-être vouloir reprendre vos travaux pour vous citer, pour pouvoir aller plus loin. Puis ben, pour vous, c'est ça qui est intéressant. Donc, ce serait le fun que ça soit réutilisable, puis qu'il n'y a pas des pattes hardcodées dans votre code source, puis qu'on ne soit pas capable, parce que c'est écrit, peu importe de votre nom d'utilisateur à quelque part, puis qu'il y a tout qui plante, puis que c'est juste sur votre ordi que ça fonctionne. C'est peut-être pas la meilleure façon de montrer que vous êtes bon en informatique, à mon avis. Pour ça, deux outils intéressants. Probablement que ceux qui connaissent un peu ces outils-là, c'est pour ça que vous voyez, c'est peut-être pas la plus proche à aller chercher. Docker, Kubernetes, qui sont finalement d'écrire des conteneurs, un petit peu comme des machines virtuelles, où est-ce qu'on peut exécuter sur macOS votre code, on peut exécuter sur Linux votre code ou sur Windows pour s'assurer que finalement ça fonctionne sur toutes les plateformes ou si ça serait exécuté par exemple sur une plateforme Windows parce que ça s'en va chez un client. Peu importe l'utilité. Nous, par exemple, notre projet de recherche que je parle un petit peu plus tôt avec Mathieu et Nicolas, on avait mis ça dans un Docker, on a pris le Docker, on a envoyé l'image file, puis après ça, la personne qui ont review l'article ont juste pu partir le Docker puis de voir qu'on arrivait au résultat qu'on présentait à l'intérieur. Donc, ça permet vraiment de compartimenter votre recherche dans quelque chose qui est fixe dans le temps avec ses dépendances. Maintenant, là, je me rends compte que j'ai vraiment parlé vite là, dans ma présentation. D'habitude, j'ai tiré un petit peu plus que ça parce qu'il est juste rendu une demi-heure. Fait que je vais expliquer la suite, puis je vais avoir du temps pour tes questions à la fin pour comme 30 minutes. Là. J'ai peut-être été un petit peu fast. Là. La suite, là, c'est que je vous ai donné beaucoup d'informations, beaucoup d'outils. Vous allez peut-être vouloir essayer de tout prendre ces outils-là en même temps ou je ne sais pas quoi. Essayez d'y aller de manière incrémentale parce qu'il y en a que c'est peut-être plus difficile de s'habituer à travailler avec. De mon expérience, minimum Git à utiliser, ça c'est officiel selon moi. DVC à intégrer rapidement au début du projet, c'est facile à faire, juste pour familiariser, faire la main avec, voir à quel point ça peut être cool. Comme j'ai dit, MLflow, puis Hydra. Hydra, là, selon moi, c'est la première chose que vous devrez commencer à mettre parce que ça fait vraiment un game changer à travers ça. Vous allez voir, c'est super facile à présenter, ce qui amène justement aux autres points. J'en ai fait un aperçu, j'en ai fait une autre présentation où est-ce que je l'explique vraiment. Là, l'aperçu des outils à utiliser, je parle un petit peu plus en détail justement par rapport à Hydra, pourquoi c'est intéressant d'utiliser ça. Puis, j'ai fait aussi une autre présentation qui, si je ne me trompe pas, je l'ai enregistrée. J'explique vraiment plus en détail MLflow, pourquoi c'est intéressant, pourquoi il doit être intéressant, puis comment tout ça s'intègre bien avec Poutine. Un livre qui peut être intéressant à les lire, Clean Code. Selon moi, on va dessus, non, la souris n'apparaît pas. Clean Code, jusqu'au chapitre 4 ou 5, là, je ne me rappelle jamais, là, juste quand ça commence à parler de trucs que vous dites, ça n'a peut-être pas de sens de la recherche, d'arrêter de lire. Juste peut-être pour aller chercher l'insight de comment un petit peu plus mieux écrire votre code, puis commencer à finalement vous faites de la rédaction là, quand vous écrivez du stock, bien, comment faire de la rédaction, au lieu d'écrire des mots, vous écrivez du code qui a de l'allure, puis qu'on puisse rapidement réutiliser votre code, puis le passer à votre collègue aussi, puis qu'on puisse mieux réutiliser ça, puis comprendre aussi quand vous allez donner le code à la fin. Vraiment un livre intéressant à lire. Faire des tests unitaires, vous en avez déjà fait, vous savez que ça peut être le fun. On ne teste pas tout, bien sûr, parce que c'est difficile de tester les architectures, mais au moins tester les données, ça peut vraiment intéresser. Si vous faites une pipeline de nettoyage de données, s'assurer que ça a le comportement attendu. Des trucs intéressants peut-être pour le futur que vous pouvez garder en tête, Continuous Machine Learning, c'est vraiment aussi qui est très intéressant, là, qui commence beaucoup à se développer, qui est d'ailleurs fait aussi par DVC, Data Version Control, qui est Iterative AI, la compagnie derrière.
Reproducibility and ML, White Matters and How to Achieve It. Un autre article vraiment intéressant qui va chercher un petit peu d'autres points que qu'est-ce que plus en profondeur qu'est-ce que j'ai abordé ici. Writing Code for NLP Research. C'est vraiment, vraiment intéressant de les faire de NLP, d'aller lire cette présentation-là sur différents enjeux. Il y a beaucoup d'outils là-dedans que vous êtes capable d'utiliser pour répondre aux besoins qui sont là-dedans. C'est un article que j'ai cité aussi de Pinault, Joël Pinault, finalement, Improving Reproducibility Machine Learning Research. Vraiment un article intéressant, vous voulez lire ou justement peut-être voir à quel point ça a de l'ampleur, qu'est-ce que je viens de discuter ici. Ils ont fait vraiment des gros travaux, une grosse revue de littérature par rapport à ça. Vraiment un article intéressant. 2 derniers points, Model Evaluation, Model Section, Algorithm Selection and Machine Learning. Ça, selon moi, c'est un article que tout le monde devrait aller aussi. Je dis peut-être un petit peu loin dans ma liste, mais c'est finalement, c'est quoi les tests statistiques ou les tests pour comparer 2-3 modèles ensemble autres que la QSI. Ça peut vraiment venir intéressant pour quand vous allez avoir plusieurs modèles à choisir pour savoir lequel qui est pertinent. Puis, bien sûr, à la fin, les Solid Principles, si vous êtes familier avec, qui arrivent peut-être un petit peu plus loin, là, avec raison, parce que ça a un petit peu plus de maturité lire ça, mais qui peut vraiment être intéressant à aller chercher pour améliorer la qualité de votre code. Ce qui ferait le tour et on pourrait arriver à la période de questions en 31 minutes 45 secondes. Let's go! What a sprint! Moi, je vois pas les questions, par exemple. Oui, je pense qu'on a une main levée de Ronan. Tu peux y aller si tu veux prendre le micro. Oui. Donc, vers le milieu plus ou moins de la présentation, tu avais parlé de Data Version Control. Dans certains cas où les images ou l'information ne nous appartient pas, ou c'est confidentiel, selon toi, quelles seraient les étapes à faire si on ne peut pas, notamment les genres upload à un équivalent de Git ou faire des copies ou même les modifier d'une façon où on n'a simplement pas le droit d'y toucher? C'est vraiment, vraiment une bonne question. L'avantage de DVC, c'est qu'il n'est pas bindé avec un self-hosting comme GitHub. Tu peux connecter n'importe quel bucket S3. Fait que, par exemple, à l'université, il y a Valeria qui existe, qui vous permet d'avoir des buckets S3. En fait, S3, c'est juste une technologie, finalement, un protocole pour pouvoir communiquer avec un répertoire, finalement, de données. Puis, l'université en offre qui sont sécurisés, qui respectent tous les protocoles inimaginables en termes de sécurité. Donc, vous pouvez accéder, par exemple, mettons, votre chercheur a un budget pour ça, puis là, il dit, ben oui, j'aimerais ça l'uploader parce que c'est 100 GB, puis moi, je peux pas mettre ça sur mon ordi. Par exemple, on pourrait ouvrir un bucket S3 avec la faculté qui va être sécurisé, que les autres s'occupent de ça. Puis vous pouvez vous connecter sur ce bucket S3-là, télécharger les données dans votre ordinateur, puis pouvoir juste finalement vous assurer de la persistance des données. Puis lui, finalement, DVC, c'est abstrait pour lui, puis il n'y a pas finalement il n'y a pas de public pour pouvoir le voir comme GitHub. Il y a comme une petite nuance, effectivement, ici par rapport à Git, finalement, où toutes les GitHub, GitLab et compagnie qui sont autour, où est-ce qu'eux autres offrent un service pour envoyer le code. Ici, tu peux te connecter sur qu'est-ce que tu pourrais même le mettre, je ne me trompe pas, tu peux même l'envoyer sur un Drive. Tu peux l'envoyer sur à peu près tout ce qui est inimaginable. Drive, Bucket S3, puis il y en avait un autre, j'ai oublié aussi une autre technologie que j'avais vue, mais finalement, tu peux te connecter sur n'importe quoi. Il y a une procédure à suivre pour ça. Puis tu peux même hacher les données. Tu peux même avoir une clé de hachage locale et distante pour pouvoir finalement hacher tes données puis être sûr que même la personne qui pourrait accéder à les données là-bas ne pourrait pas y accéder. Puis même toi, local, tu ne pourrais pas nécessairement les ouvrir ou les voir si tu veux juste comme connecter avec ça. Fait qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher vraiment beaucoup de choses avec ça. Pour ce qui est de jouer avec les données, si c'est légal, DVC en tant que tel, à part hacher, il peut définir des étapes de pré-traitement qui peuvent être appliquées. Donc là, c'est juste à voir qu'est-ce qui est possible d'être fait ou non, mais en tant que tel, on pourrait quand même respecter finalement tout ce qui est la confidentialité des données avec DVC sans problème. Je ne sais pas si ça répondait bien à ta question. Oui, non, parfait, merci. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Mathieu. Il y a une question dans le chat de Marc Blanchet. Je ne sais pas si tu veux aller lire, David, directement. Ou si, je ne vois pas les questions. Là. C'est ça. Là. Je ne sais pas pourquoi. Il a comme planté Zoom, là, puis il fallait que je reboot mon ordi sûrement. Là. Mais il n'y en a pas eu dans le chat. Là. Il y en a juste une sur le lien vers Hydra que j'ai pu répondre. Donc, cool. Je vais la lire pour toi. Marc demande, un Git remote peut être sur n'importe quel serveur. Git ne dépend pas de GitHub, GitLab ou autre. Ah, dans le fond, c'est un commentaire plus. Oui, définitivement. Là, 100% d'accord avec ça là, pour le niveau du Git. Là. C'est juste que je parlais d'utiliser Git,
Mais voici des exemples qui vous permettent juste de comme, enlever la notion d'être obligé de définir vous autres même votre serveur, là, puis de GitHub, GitLab et Bitgotet, c'est juste des outils qui implémentent Git de façon serveur à distance de vous, là, définitivement. Oui, je pense qu'on a Damien aussi qui nous dit qu'on peut auto-héberger GitLab pour que les données soient juste sur un serveur local, donc que jamais ça sorte. Oui, sauf que le problème avec GitLab quand même, là, par rapport à DVC, là, c'est que vous allez quand même être livré avec votre bandwidth, vous allez pouvoir passer. Fait que mettons que je donne un exemple. Vous hébergez votre propre chapter GitLab chez vous. Les données vont rester dans un format qui est non haché, puis ça va être quand même du single thread quand vous allez essayer de pousser sur ça. Fait que ça allait créer des gros deltas parce que ce n'est pas un algorithme qui est fait, même si vous allez chercher Git LFS. Oui, c'est ça, me semble LFS. C'est pas rapide encore. C'est pas fait pour faire des gros chunks de données. DVC, à l'opposé, ce sont des algorithmes puis du hachage. Voyons, je ne parle pas du bonbon pantoute. Là. Ce sont vraiment des algorithmes qui ont été développés pour pouvoir travailler avec la donnée puis vraiment hacher cette donnée-là puis être capable de faire gros avantage. Je vous dis, c'est du single thread. Là, fait qu'il peut chacun des chunks en même temps. Puis des fois, vous allez chercher jusqu'à du 10, 12 multi-thread. Fait que votre dataset, là, ça va prendre quelques secondes des fois à l'envoyer, tandis qu'avec même LFS, ça peut vous prendre encore 30, 45 minutes, même si vous allez chercher, à moins que vous allez chercher vraiment un gros protocole de compression, que vous rajoutez ça par-dessus. Mais bon, vous rajoutez encore des tâches qui dépendent de vous, alors que là, finalement, l'outil permet de le faire de manière 100% automatique puis mis à jour par la librairie, finalement. Oui, et je pense même que j'ai un témoignage par rapport à ça, parce que moi, justement, ça m'est arrivé dans ma maîtrise. Je travaille avec un jeu de données de 300 000 articles de journaux. Et justement, j'avais besoin de le télécharger sur un serveur, Calus Canada, bientôt, je rappelle. La première fois que j'avais essayé de le télécharger directement sans DVC, ça m'avait pris plus qu'une heure. Et après l'avoir mis sur DVC, ça m'avait pris moins de 2 minutes. Là. Donc, il y a vraiment une différence qui est notoire là, sur un jeu de données qui n'est pas petit, mais qui n'est pas immense non plus. Là. C'est ça, on ne parlait même pas encore de plusieurs gigs de données. Puis tu sais, ici, bon, on peut dire, j'ai téléchargé juste une fois le dataset. Certes, ça peut arriver, mais des fois, ça peut arriver aussi que vous allez le partir, comme Mathieu va vous le montrer, sur finalement un serveur de calcul ou même peut-être vous allez partir sur un ordinateur pour faire du prototypage. Puis là, quelqu'un va vous dire, j'ai besoin de l'ordi, tu n'as plus accès à celle-là, prends l'autre ordi. Puis là, vous êtes comme, il faut que je télécharge le dataset, je viens de perdre 3 heures de ma journée à attendre que le dataset se télécharge. Peut-être pas super intéressant. Puis du self-hosté sur AWS, là, des buckets S3, moi, je fais ça tous mes projets, ça me coûte 3-4 pièces par mois. Puis that's it, puis votre chercheur là, avec qui vous allez travailler va pouvoir très bien là, rembourser souvent ces dépenses-là. Mais moi, je le fais moi-même parce que c'est moins compliqué, puis je m'ouvre plein de buckets, puis toutes mes données sont là-dessus. Je télécharge, je mets mes credentials, tout est réglé. Là, c'est vraiment super facile. C'est vraiment un excellent outil, selon moi, à utiliser. C'est ça. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Moi, j'ai quelque chose sur lequel je voudrais t'entendre, David, qui est, on parlait de reproductibilité en apprentissage automatique. Je pense que tu as beaucoup parlé du point de vue technique, du point de vue dans le code, qu'est-ce qui doit être fait. J'aimerais savoir qu'est-ce qui ferait qu'un algorithme ou un article ne serait pas reproductible du point de vue qui est pas nécessairement sur le fait que tu n'as pas utilisé Git ou quoi même, mais sur qu'est-ce qui fait que le machine learning en tant que tel n'est pas naturellement reproduisible, même si c'est des ordinateurs qui travaillent? Il y a quand même plusieurs points. C'est une bonne question. J'en ai parlé un petit peu, peut-être rapidement, mais un des premiers points qui avait été ressorti dans finalement cette étude. Je vais recommencer. Cette étude-là non officielle, là, Raph n'a pas fait. Ah oui, non, c'est vrai. Il a fait un article, pas peer review, mais il a fait quand même un article. Puis il est allé chercher, si je ne me trompe pas, 250 ou 280 là, répertoires et articles, puis il a essayé de les reproduire. Un des gros éléments qui avait sorti, c'est que les hyperparamètres ne sont pas disponibles. Bon, c'est quoi mes sites que j'ai pris? C'est quoi la couche de cet élément-là? C'est quoi mon initialisation des poids au départ? Si tu normalises, peu importe toutes les méthodes qui existent. Fait que ça rajoute une complexité dans le sens que je n'arrive pas nécessairement à arriver aux mêmes choses parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs. Donc là, lui, il a réussi certains à reproduire en écrivant aux auteurs, puis les auteurs ont signalé finalement cette information-là, ou des erreurs aussi dans l'article parce qu'on dit on a pris une couche fully connected, mais finalement, ce n'est pas une couche fully connected, c'est une couche peu importe c'est quoi. Donc là, on se retrouve finalement à peut-être donner de l'information que juste on a changé le code, on a changé un moment donné, puis on n'a pas mis à jour l'article, ou des tableaux finalement qui ont mal été mis à jour parce qu'ils sont faits par copier-coller. Ça peut être un autre exemple aussi finalement. Des erreurs dans le code, bien sûr, ça se glisse partout, là, puis c'est possible. Un élément aussi, puis ça, c'est
là, c'est loin. Je ne sais pas si je suis plus capable de sauter. Bon, à la fin, j'ai parlé aussi d'un autre article. Why Machine Learning, je ne me trompe pas, matters and how to achieve it, là, quelque chose comme ça, je ne me trompe pas. Là. Reproducibility in Machine Learning, what matters and how to achieve it. Les autres parlent d'un autre point que je n'ai pas vraiment adressé aussi, mais l'initialisation de vos poids va se faire avec finalement des algorithmes de nombres aléatoires. Vous allez pouvoir set seed, finalement, dire je veux que tu partes, finalement, on amorce pour générer ma séquence de nombres qui est pseudo-aléatoire. Sur un ordinateur, ça fonctionne bien, mais sur des GPU, il y a comme un petit tricks finalement qui fait pas en sorte qu'on est capable de garantir une pleine reproductibilité des nombres qui ont été générés. Ça fait en sorte que même si vous prenez la même seed et vous partez 2 fois la même expérimentation, vous n'allez pas arriver exactement aux mêmes valeurs. Ça va être très similaire. On ne parlera pas de, mettons, de 60% d'accuracy puis 100% nécessairement, mais peut-être que vous allez avoir 62, 61. Il y a une petite nuance aussi à aller chercher quand même qui fait en sorte qu'on ne peut pas garantir une pleine reproductibilité, excusez-moi, au niveau des résultats qu'on observe, mais il y a l'aspect technique qui est plus ou moins difficile, puis l'aspect aussi écriture, où est-ce que ça reste des humains qui écrivent l'article, puis il y a des informations des fois qu'on est obligé de couper parce que l'article, c'est 4 pages. C'est de voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel à garder. Puis il y en a qui choisissent beaucoup d'enlever finalement le nombre d'époques qui entraînent, puis des trucs comme ça. Donc, c'est important de noter. C'est pour ça que ça vous prend, entre autres, MLflow et Weight and Bias, parce que vous allez savoir tous vos paramètres que vous avez pris. Oui, et je fais un autre bounce parce que je pense que c'est un sujet qui est super intéressant, ce que tu as. Je pense qu'on ne va pas non plus prolonger la discussion de manière terrible, mais il y a comme 2 ou 3 points que je profite du fait qu'on a plus de temps pour peut-être t'en discuter, mais je ne sais pas si tu as vu ça passer. Ben, j'imagine, dans les dernières années, il y avait eu un scandale dans le monde de la biologie où est-ce que les gens avaient réalisé qu'il y avait une macro en Excel qui était utilisée par à peu près tout le monde qui avait un problème qui faisait qu'on avait des résultats qui étaient faussés. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Oui. Merci de m'ouvrir la porte de pouvoir exprimer mon Inde à Excel. En fait, écoute, tu me demandes un peu, bon, vous avez peut-être remarqué, des fois, j'ai peut-être des propos un peu noirs ou blancs là, sur finalement certaines utilisations d'outils. Là. Vous allez peut-être le remarquer, vous y travaillez avec moi aussi. Là. Mais sensiblement, moi, je crois que Excel est un outil vraiment dangereux à utiliser pour diverses raisons. En fait, pas juste Excel, on peut remplacer Excel par un Astérix finalement. Ça pourrait être machine learning, ça pourrait être IA, ça pourrait être n'importe quoi. Qu'est-ce qui est vraiment important avec un outil, c'est de savoir c'est quand le moment de tu commences à l'utiliser, puis c'est quand le moment d'arrêter de l'utiliser. Je donne un exemple, c'est le fun, là, Git, là, ça a des beaux objectifs, mais il y a une limite, puis on en a parlé un peu plus tôt, c'est que les données, c'est sa limite. Ce n'est pas un outil qui est efficace pour travailler des données. Donc là, il faut comprendre en tant qu'expert et où la ligne à tracer, de dire là, quand j'arrive ici, j'arrête d'utiliser cet outil-là, je commence à utiliser un autre outil. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec cet exemple-là précis, c'est que je ne me rappelle pas exactement tous les détails, mais Excel, finalement, par défaut, reconnaît c'est quoi les types dans les cellules. Donc, c'était des cellules, puis il reconnaissait certaines cellules, au lieu d'être des nombres comme des caractères ou l'inverse. Donc, par exemple, je disais aussi la cellule ou la chaîne ADN, où je ne me rappelle plus exactement, là, je ne suis vraiment pas un expert en biologie, puis je ne m'apprêterai pas à ça non plus. Mais sensiblement, c'est qu'il reconnaissait le mauvais type pour cette variable-là. Donc, la variable n'était pas nécessairement prise en compte ou elle était mal prise en compte. Donc, ça faisait en sorte que les résultats n'étaient pas bons et il y a des résultats qui étaient soit surestimés, sous-estimés ou ça va dans tous les sens. Mais en fait, je pense que dans le contexte-là, c'était beaucoup plus surestimé que sous-estimé. Donc, ça faisait en sorte que la recherche de plusieurs chercheurs venait de tomber à l'eau sur tout ce qu'ils venaient d'affirmer. Fait que c'est là vraiment que c'est important de comprendre que les outils que vous allez utiliser pour affirmer des choses que vous allez faire puis mettre votre nom là, en haut ici là, avec le chercheur dans le futur ou même sur le marché du travail, quand vous allez travailler, vous allez faire quelque chose, va avoir un impact sur possiblement la réputation que vous allez créer pour votre entreprise, votre institution ou vous-même dans le futur. Puis c'est vraiment important là, de savoir c'est où que je trace la ligne, de dire là Excel, là, c'est pas un go-to solution. Là, le machine learning, c'est pas un go-to solution. La crypto sur MC ou peu importe le blockchain, là, whatever l'étoile que vous voulez mettre de techno là, que vous voulez utiliser, c'est pas un go-to solution à tout ce qui existe dans le monde. Il faut que vous compreniez qu'à un moment donné, dire ça l'arrête là, c'est ça la limite de performance. C'est difficile à faire, mais selon moi, Excel, présentement, est vu comme une espèce d'outil magique qu'on peut tout faire puis que des entreprises devaient donc bien utiliser tout ça. Mais excusez-moi, c'est de la merde souvent qu'est-ce qui est fait avec ça parce que c'est pas le bon outil. Je suis justement en train d'écrire un article de blog là-dessus. Là, c'est pour ça que c'est frais dans ma mémoire de pouvoir lire ça. Là. Mais en soi,
la morale de l'histoire, là, essayez d'utiliser les bons outils. Puis genre, c'est tough de savoir quand c'est le bon outil ou c'est le mauvais. Faites des recherches des fois. Ça vaut la peine de googler, demandez à vos collègues, demandez à Reddit ou à n'importe quelle plateforme que pour vous pensez que c'est là que vous fallait chercher l'information, Stack Exchange, peu importe, parce qu'il en sort à tous les jours des nouveaux outils. Puis c'est de voir c'est quoi qui a encore du sens, puis où la limite que je devrais dire, ouais, là, je devrais flipper à celle-là. Là, c'est plus Python qui est bon, c'est R. Là, c'est plus R, c'est Java. Là, c'est plus Java, c'est C++, le langage que je devrais utiliser. Il faut être capable de faire ce transfert-là. Puis c'est ça, être un expert, selon moi. Pouvoir flipper. Un des éléments, là, plutôt, un des éléments, c'est de pouvoir flipper entre ces outils-là au bon moment. Oui, je pense que philosophiquement, c'est un très bon point que tu amènes. Je sais personnellement, moi aussi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Tu les connais toutes, ces reprises-là, parce que tu es le premier à le savoir. Mais des étapes où est-ce que, justement, j'utilise une librairie. La librairie, elle est là pour m'aider, mais comme elle fait des choses pour moi, des fois, je ne suis pas exactement au courant de précisément ce qu'elle fait. Et je me ramasse que je perds des semaines de résultats parce que la librairie faisait quelque chose que je ne pensais pas qu'elle faisait. Et là, il faut que je recommence parce que l'outil qui m'a aidé à sauver une demi-heure m'a fait perdre une semaine. Donc, il y a toujours un trade-off à regarder. Oui, exactement. Puis là, ici, là, je ne dis pas moi je suis parfait ou que n'importe qui est parfait. Là, c'est juste d'être capable d'avouer le moment où est-ce qu'on a fuck up un peu. Puis je pense qu'un truc vraiment important, c'est RFFM, là, Read the fucking manual. Là, je pense que c'est vraiment là, important à le faire. Là. Je pense que j'ai manqué l'acronyme, là, mais tu sais, je dis ça, mais je le vois beaucoup. Finalement, nous autres, on voit des étudiants, je corrige des étudiants aussi beaucoup dans des cours d'informatique. Puis c'est très facile de voir le moment où est-ce que tu sais que quelqu'un a lu la doc. Puis moi aussi, je fais des erreurs. Il faudrait probablement que Frédéric Paradis t'entraînerait parce que des fois, je lui demande des affaires. Je suis comme, ben oui, c'est écrit dans la doc. Hein. Puis qu'on ne le fait pas, c'est important d'aller chercher cette intuition-là aussi avec la documentation, là, bien sûr, là, puis de le lire avant de se lancer dans quelque chose là, qui n'est peut-être pas le bon outil, comme tu as donné comme exemple. Là. Puis j'en ai fait plein de fois des erreurs. Là. Au début, moi, je regardais mes résultats dans le fichier TXT. J'en avais 300 là, à un moment donné, à mon pic. Là, je voulais me gonner là, quand il fallait que je lise ça. Là. Essaie de chercher finalement c'est quoi les plus intéressants. Là. C'est impossible de comparer les résultats. Là. Puis là, ben, finalement, c'est que j'ai fait comme ça n'a pas de sens. Je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Je ne passerai pas à travers de mon mémoire. On va me passer dessus avant. Mon mémoire va me tuer. Là. C'est de trouver, OK, bon, quel outil j'aurais besoin? OK, c'est ça mon problème que je veux régler. Puis on va chercher l'outil nécessaire pour ça. Donc, bon, écoute, excellente présentation, David. Ça me fait plaisir. Je pense que je vais en profiter. Bon, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc je vais en profiter pour te remercier, t'applaudir pour une très belle présentation. Je pense que c'était un sujet assez pertinent et qu'on oublie souvent quand on dit qu'on veut faire de la recherche en apprentissage automatique. On se dit, je n'ai pas besoin de faire du beau code, je n'ai pas besoin de me soucier de mon code, mais c'est extrêmement crucial là, au final. Merci, Mathieu. Merci de l'organisation, tout ça. By the way, aussi, j'aimerais ça. Je pense qu'on aurait tout à remercier Mathieu pour ça. Là. Il nous a fait un beau bootcamp. Là. Il travaille fort pour ça. Là. Merci, Mathieu. Là, ça, on pourra en parler auprès d'une bière virtuelle au 5 à 7 BotPress demain. Exactement.